Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'étape 5 de la Vuelta 2017 qui se déroulait de Benicassim jusqu'à Alcocebre. Cette étape faisait 175 km avec 5 difficultés sur le parcours, dont 3 troisième catégorie, 3 deuxième catégorie, pardon, et 2 troisième catégorie. Donc cette étape commençait par longer la mer puis finissait à l'intérieur des terres. Donc je vais vous présenter les favoris qui étaient, enfin les principaux favoris au départ de l'étape. Donc pour cette étape, les favoris étaient les deux Orica Scott, Esteban Chavez le Colombien et Adam Yates le Britannique. Romain Bardet, le Français de la G2R La Mondiale. Le puncher français Julien Alaphilippe de la Quick Step Floors avec quand même un petit lot d'incertitude en vue de sa forme car il revient de blessure. Le Britannique Christopher Froome, maillot rouge actuellement, et le puncher Michael Woods, qui a déjà fait une belle étape sur l'étape qui arrivait en Andorre. Cette étape lui convient encore mieux avec de forts pourcentages, une montée irrégulière et une montée assez courte. Donc ensuite on passe aux différents faits de course. Donc d'abord au début de la course on a appris malheureusement l'abandon de John Degenkolb, l'Allemand, était non partant ce matin. Lui qui avait pourtant remporté déjà 10 étapes sur la Vuelta, donc c'était une course qui lui réussissait bien jusqu'à présent. Donc l'échappée du jour d'abord était constituée de 16 coureurs, plus un coureur qui était en poursuite après, qui est Matvei Mamikin de la Katusha Alpecin. Donc son coéquipier qui était à l'avant, Marco Haller, le coéquipier de Matvei Mamikin, l'a attendu comme c'est le meilleur grimpeur des deux dans l'échappée pour que Mamikin puisse rentrer et puisse jouer sa carte si l'échappée va au bout. Donc très bien joué. Marco Haller emmène bien Matvei Mamikin et arrive à le ramener dans le groupe de tête. Et du coup maintenant je vais vous donner l'identité des 17 coureurs présents à l'avant. Donc à l'avant il y avait Julien Alaphilippe, le français de la Quick Step Floors, Ruben Fernandez, le maillot rouge l'année dernière sur cette même Vuelta de la Movistar, Marc Soler, son compatriote espagnol, également de la même équipe, Davide Villela, le maillot à poids de la Cannondale Drapac, l'italien, Marco Haller, l'autrichien de la Katusha Alpecin et son coéquipier Matvei Mamikin, qui est lui russe, Jérémy Maison, le français de l'équipe FDJ, Meraoui Kudus, l'érythréen de la formation Team Dimension Data, Luis Mas, le baroudeur espagnol de la formation Caja Rural, Michel Creder, son compatriote, son coéquipier dans la formation Cara Rural, Yetsebol, qui a longtemps cru pouvoir prendre le maillot rouge aujourd'hui à Christopher Froome, le néerlandais de la formation lui Manzana Postobon. Le sprinter étonnant de le revoir là, Maximilian Schwarzman de la Borans-Grohe, Alexis Goujard, le baroudeur infatigable de l'équipe G2R La Mondiale, Matej Moric, le descendeur fou slovène, Valerio Agnoli, le coéquipier de Vincenzo Nibali chez la Bahrain Merida, l'italien, Alexei Lutsenko, le kazakh, baroudeur très complet, et Hector Saez de l'équipe Caja Rural. Donc ensuite, je vais vous dire que la tête du peloton est occupée par la formation Sky du leader Christopher Froome. Il laisse l'échappée à portée de fusil, car au début il voulait l'étape, mais au fil de l'étape, vous allez voir que comme la Sky ne recevra aucun soutien, ils décideront de laisser la victoire d'étape aux échappés pour ne pas fatiguer leurs forces vives. Donc le résultat des 3 premières difficultés du jour sont dans cet ordre-là: David Villela devant Luis Mas et Alexei Lutsenko. À noter la chute de Yele Wallace à un petit peu plus de 90 km de l'arrivée. Lui qui a déjà chuté hier. J'espère pour lui que la poisse ne s'installe pas sur lui pendant cette Vuelta, sinon ça risque d'être difficile. Ensuite, nous avons Davide Villela, l'italien, qui mène l'échappée dans toutes les côtes et qui dicte le rythme dans toutes les ascensions et qui permet sûrement à cette échappée de prendre du temps dans les côtes.
Au sommet du quatrième grimpeur, les deux premières places sont toujours occupées par les deux mêmes coureurs, David Evidella et Luis Mas, mais la troisième place est cette fois prise par le russe Matvei Mamikin de la team Katusha Alpecin. À 49 km de l'arrivée, il y a une attaque de Marco Haller qui sera rejoint quelques kilomètres plus tard par Alexei Lutsenko et Matej Mohoric dans la descente. Grâce à l'attaque de Marco Haller, Matvei Mamikin fait de la patinette derrière les autres échappés et du coup ne se fatigue pas. La Sky ensuite étant la seule à rouler, comme je vous l'ai dit, elle se retire puisqu'elle n'a reçu aucun soutien de la part d'autres équipes qui étaient intéressées pour jouer la victoire d'étape pour les autres leaders. Ensuite, je peux vous dire qu'il y a eu une attaque dans le groupe de chasse d'Alaphilippe, suivie par Solaire, l'attaque d'Alaphilippe car il voyait que devant l'échappée, le bon coup était en train de partir et que sinon il n'allait pas pouvoir jouer la gagne. Donc il a attaqué, ça a permis de scinder le groupe de poursuivants en deux parties. Donc ceux qui ont suivi Alaphilippe sont Marc Soler, le jeune espagnol de la team Movistar, Meraoui Kudus, le très jeune érythréen de la team Dimension Data, Alexis Goujard, l'infatigable baroudeur, comme je vous le disais tout à l'heure, français de la team AG2R La Mondiale. Quelques kilomètres plus tard, Goujard contre, et une nouvelle fois part en tête. Malgré que Kudus ait du mal à le suivre, il réussit à s'accrocher et ces deux coureurs se relaient. Au sprint intermédiaire, le résultat est Lutsenko et Haller étant tous les deux en tête puisqu'ils ont réussi à lâcher Mohoric, ne se disputent pas le classement du sprint intermédiaire car ça ne les intéresse pas. Mais Lutsenko passe tout de même en tête devant Haller. Et derrière, comme Goujard prend la majorité des relais, il arrive à passer en troisième position sans vraiment forcer son talent. De toute façon, Kudus est à fond sur le plat, hein, mais les rapports de force changeront de côté dans l'ascension finale entre les deux coureurs. Donc le final de la course, on peut dire qu'au pied de l'ascension finale, Kudus et Goujard comptent 40 secondes de retard sur le duo Marco Haller et Alexei Lutsenko, même si on ne peut plus vraiment ça appeler un duo, car à peine après 100 km de montée, l'Autrichien disparaît déjà de la tête de course. Évidemment, Lutsenko étant bien meilleur puncher que le rouleur autrichien. Derrière, Goujard ne tarde pas à faire de même que l'Autrichien de la Katusha et se gare et laisse l'Érythréen s'envoler. Au final, Kudus termine deuxième de l'étape derrière Lutsenko et ne perd pas de temps dans l'ascension, mais il n'en reprend pas alors qu'avec des passages pareils, on aurait pu penser que l'Érythréen aurait repris du temps. Mais Lutsenko étant dans une grande forme, ça aurait été très dur de reprendre du temps pour l'Érythréen. Pendant ce temps-là, les favoris sont groupés avec leurs trains respectifs, mais à 1,5 km du sommet, la Sky fait tout péter avec Gianni Moscon. Notamment, il est très complet, ce Gianni Moscon, il me fait un petit peu penser au Polonais Michal Katowski. Donc il fait un très très gros tempo et à 700 mètres du sommet, Froome place une banderille et seuls Chavez, Contador, Van Garderen et Woods parviennent à le suivre. Il continue à imposer un bon rythme et en replace même une petite. Il est contré tout de suite par Alberto Contador qui renaît de ses cendres après sa mauvaise étape en Andorre, mais on peut aussi dire que c'était dû à des problèmes gastriques qui touchaient l'équipe Trek Segafredo. Donc il revient en forme et contre Froome. Froome, Chavez et Woods parviennent à suivre. Van Garderen est légèrement décroché. Donc ça doit se faire à 200-300 mètres de la ligne. Van Garderen au final perdra 8 secondes sur les 4 coureurs de tête et Contador passera en tête dans les 4 favoris, mais ça ne changera rien puisque les 3 premières places qui permettaient d'accéder aux bonifications étaient déjà prises. Au final, cette montée qui n'était pas censée créer de gros écarts a tout de même créé quelques petits écarts, voire des écarts assez conséquents pour certains favoris, notamment Kruijswijk et Bardet qui perdent pas mal de temps. Je vous expliquerai ça dans mon top et mon flop tout à l'heure. Et ça a notamment permis à Christopher Froome, comme il a dit dans son interview, de situer les états de forme de chacun des coureurs qui pourraient lui contester la victoire finale. Donc après, je vais vous présenter les résultats d'aujourd'hui. Donc le Kazakh Alexei Lutsenko
s'impose pour la première fois sur un grand tour, et comme il a dit dans son interview, c'est la plus belle victoire de sa carrière. C'est normal, une victoire en grand tour. Tout le monde n'a pas la chance de gagner ça, et c'est quand même l'un des trucs les plus prestigieux. Donc il s'impose avec 42 secondes d'avance sur Merewi Kudus de la dimension Data. Marc Soler, quant à lui, est revenu comme un boulet de canon, et malheureusement pour lui, s'il avait dans le groupe de tête, il aurait peut-être pu rattraper Alexei Lutsenko, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il a été le plus fort des trois poursuivants, Marc Soler, Matej Moric et Julian Alaphilippe. D'ailleurs, le Slovène qui arrive exactement 15 secondes après l'Espagnol. Alexis Goujard, qui lui était avec Merewi Kudus, concède 1,24 à Lutsenko, et il concède 42 secondes à Merewi Kudus. Marc Waller, quant à lui, qui était avec Lutsenko, perd 1,37 sur le Kazakh. Julien Alaphilippe a fait une assez mauvaise montée et perd quand même 44 secondes sur Marc Soler, qui était avec lui au pied, et 1,40 au final sur Alexei Lutsenko. Jetsebol, qui était en position de remporter, enfin de glaner le classement général provisoirement, malheureusement pour lui, a fait 8e de l'étape à 2 minutes 04, ce qui l'empêche de prendre la tête du classement général, ce qui aurait été une performance exceptionnelle pour la formation colombienne, car pour une équipe invitée, avoir le maillot de leader aurait été historique. Ensuite, le 9e de l'étape, Matvei Mamikin, mais qui a tout de même fait des efforts en début d'étape pour tenter de rentrer sur le groupe de tête, ce qui peut expliquer les écarts à l'arrivée et qui n'a pas pu suivre notamment Kudus et Goujard. Et la 10e place est occupée par un Français, Jérémy Maison, à 2 minutes 31, ce qui veut dire que dans les 17 coureurs à l'avant, les trois coureurs français ont quand même réussi à faire dans les 10 premiers, ce qui est une belle performance pour les Français. Ensuite, je passe à mon flop et mon top du jour. Donc mon top, c'est Alberto Contador, le pistolero espagnol, qui renaît un peu de ses cendres, comme je vous disais. En Andorre, il est passé à côté de la plaque, il avait perdu plus de 2 minutes. Je pense que c'était à cause des problèmes gastriques, mais là, il revient en forme et remonte ses qualités de puncher, grimpeur qu'il avait avant. J'ai également mis Michael Woods, car je l'avais déjà mis dans les favoris de l'étape, car selon moi, il avait déjà fait une grosse performance en Andorre, qui n'était pas forcément une étape qui était taillée pour lui, car les cols étaient un petit peu trop longs, car c'est plutôt quand même un puncher grimpeur qui aime les ascensions assez courtes avec les changements de rythme. Et après sa belle perf en Andorre, c'était une étape qui correspondait tout à fait à ses qualités. Il arrive quand même à faire dans les 4 meilleurs favoris de l'étape, donc je trouve que c'est une très belle performance pour lui. Ensuite, on passe à Romain Bardet et Steven Kruijswijk, qui sont selon moi les deux flops. Donc Bardet, malgré ses qualités de puncher grimpeur qu'il a d'habitude, il n'a pas été présent du tout, malgré qu'il ait été protégé parfaitement par ses coéquipiers. Il perd 50 secondes, ce qui est énorme, en 1 km. C'est inquiétant. La fatigue de fin de tour se fait peut-être ressentir, car en fin de tour, on voyait quand même que Bardet se tassait. Il ne fallait pas 2 ou 3 jours de plus, sinon c'était la débandade. Bardet ressent peut-être les efforts qu'il a consentis sur le tour. Ensuite, pour Kruijswijk, malgré qu'il n'ait pas fait le tour, il n'était déjà pas très en forme sur le Giro. Il a peut-être eu du mal à récupérer de sa maladie, et du coup, son entraînement n'a peut-être pas été optimal. Même si c'est pas vraiment un effort qui lui convient, à Kruijswijk, les ascensions courtes et pentues, il préfère les cols longs, peu raide, où il peut malgré tout faire des différences par rapport aux autres coureurs. Mais il perd tout de même 50 secondes comme Bardet, donc c'est assez inquiétant. J'espère que ces deux coureurs vont renverser la situation dans les prochaines étapes qui leur conviennent. Ensuite, on passe aux interviews d'après-course. Donc le vainqueur du jour, je cite, il a dit, donc bien sûr Alexei Lutsenko, le Kazakh, a dit: cette dernière ascension était très dure, j'ai anticipé, j'ai fait l'essentiel du travail. Un coureur de Katusha, Marco Haller, m'a un peu aidé. Il y avait du vent de face, je suis très heureux. Ça a été une belle étape, la Vuelta est formidable. J'ai participé pour la première fois en 2014 et j'ai fini 2e d'une étape. C'est la plus belle victoire de ma carrière. J'ai eu une vilaine chute sur le Tour de France. J'ai récupéré, j'ai parlé avec mon équipe. Je me suis bien entraîné pour la Vuelta. Je suis dans une bonne condition maintenant. Je suis aussi là pour me préparer pour les championnats du monde. Ensuite, dans les autres coureurs, il y a eu une interview du leader.
Donc de Christopher Froome et de DJ Van Garderen également qu'on a réussi à avoir. Donc Christopher Froome, le Britannique a dit, je cite, si j'avais su au début de l'étape qu'on finirait dans cette situation, j'aurais immédiatement signé. Si on regarde les écarts, le classement général est clairement en train de prendre forme, et ce n'était qu'une ascension de 3 km. Je pense que je peux vraiment être satisfait de cette situation et du travail de mes équipiers pour préparer le terrain. Je suis vraiment content d'avoir retrouvé la forme que j'ai à la Vuelta après le Tour. J'ai beaucoup appris sur mes rivaux. Esteban Chavez semble être l'un des meilleurs grimpeurs. Alberto Contador a aussi fait une très bonne étape. TJ Van Garderen est toujours dans le coup. Nicolas Roche est là aussi, donc BMC a deux options. J'ai été surpris de voir Vincenzo Nibali et Fabio Aru perdre du temps, Romain Bardet aussi. Mais la course est longue et j'imagine qu'elle sera différente quand viendra la haute montagne. Ensuite, le coureur américain de la BMC, DJ Van Garderen a dit, je cite, tu ne sais jamais ce qui va se passer un jour comme celui-là. Je pense que Sky était content de laisser filer les bonifications parce qu'on n'était qu'à 2 secondes du maillot de leader. Ce n'était pas une grosse surprise, mais ça se serait passé différemment si on avait joué la victoire d'étape. On voulait simplement rester à l'abri. Juan, Denis et Francisco Ventoso, se sont battus pour nous permettre d'être à l'avant. Au pied de la montée, j'étais dans une bonne position et on a pu conserver de l'énergie dans les deux premiers kilomètres de l'ascension en n'ayant pas à remonter. C'est dommage de perdre un peu de temps dans le final, mais je sais que je suis allé pour tenir bon jour après jour. On avance dans un bon sens. Donc c'était Vélo Analyse par Louis. Je vous présentais le résumé de la 5e étape de la Vuelta 2017. Donc on se retrouve demain pour le résumé de l'étape 6 de la Vuelta 2017 qui sera sûrement une étape promise aux baroudeurs car la dernière montée intervient à plus de 30 km de l'arrivée. Donc c'était Vélo Analyse par Louis et à la prochaine.